Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. « 2003 est une année très intense. L'actualité du racisme est riche et donne beaucoup de clés pour comprendre ce qui se passe en ce moment autour de l'accusation d'islamo-gauchisme. On se trouve dans une séquence qui débute en 2000 avec le début de la seconde intifada, qui s'accélère en prévision surtout de la conférence mondiale contre le racisme de 2001 où la France, les USA et Israël sont représentés. Tous appartiennent au même camp qui a en commun, d'un côté pour les États-Unis et la France, de chercher à bloquer les revendications d'islamophobie et de réparation pour l'esclavage, qui viennent de leur minorité raciale, et puis, d'autre part, empêcher l'émergence d'une coalition mondiale de soutien à la résistance des Palestiniens. Et c'est cet ensemble qui va donner naissance à l'antiracisme institutionnel français, qui est la version intra-française de la stratégie de Durban déployée là-bas. Et cette stratégie, elle consiste à ce que l'État français collabore avec des ONG de lutte contre l'antisémitisme pour d'une part criminaliser les mouvements de dénonciation des exactions d'Israël et puis pour substituer aux luttes antiracistes des luttes qui ont été validées par l'État et qui, elles, évidemment, vont empêcher qu'émergent les revendications contre l'islamophobie, pour les réparations et autres. Et cette stratégie de Durban, au départ, elle se déclinait en plusieurs points. Pour ce qui concerne les soutiens à la résistance palestinienne, il s'agit de les criminaliser et d'empêcher toute utilisation d'un lexique qui rend visible les crimes de la colonisation, de l'apartheid, pour systématiquement déplacer la question sur le terrain de l'antisémitisme. Et une partie de cette stratégie consiste à amplifier la gravité des actes ou discours judéophobes en les plaçant dans le continuum de l'entreprise génocidaire contre les Juifs d'Europe, ou bien même carrément de les créer de toutes pièces. Ensuite, il s'agit d'adosser systématiquement à l'antiracisme les droits des minorités blanches, qui peuvent être des minorités de genre ou de sexualité, et puis les minorités non blanches. Donc à Durban, c'était des groupes opprimés par les nations du Sud. Quand on transpose cette stratégie en contexte français, au lieu de minorités ethniques ou linguistiques opprimées par des États musulmans et africains, ça va plutôt être des groupes minorisés dans les communautés non blanches. Et là, Ni pute ni soumise répond totalement à cette stratégie. Donc 2003, c'est un feu d'artifice, l'antiracisme institutionnel prend du terrain. C'est d'abord l'année où augmentent les contrôles sur la voie publique. Les lois Sarkozy et Perben préparées en 2002 sont votées en 2003 et concrètement, ça se traduit par une augmentation des contrôles sur la voie publique, donc plus de contrôles aux faciès, et donc en 2003, on constate que les violences policières et les incarcérations augmentent. La loi pour la sécurité intérieure renforce les moyens de la police judiciaire, elle élargit les pouvoirs de contrôle, elle permet de croiser et d'étendre les fichiers d'infraction ou même d'incivilité. Ça, ajouté à la suppression de la police de proximité en 2003 voulue par Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, eh bien ça fait que les policiers de la BAC sont devenus l'un des principaux visages de la police en zone urbaine sensible et donc ça fait considérablement monter la tension. 2003, c'est aussi l'année du plan Borloo, arrive l'ANRU. La rénovation urbaine, ce sera le joli nom d'une politique progressive pour démanteler les quartiers et disperser la population. La loi met en place un programme national de rénovation urbaine. Ça veut dire construire des logements sociaux, réhabiliter ou faire des reconstructions lourdes, démolir aussi des logements trop vétustes. Et c'est une agence nationale qui, placée sous la tutelle du ministre Borloo, programme ces rénovations urbaines. Ça va donc entraîner beaucoup de démolitions d'immeubles, parfois même de quartiers entiers jugés comme trop sensibles. Ce sont souvent les bailleurs et les collectivités locales qui demandent ces destructions. D'autres diront qu'elles sont inefficaces parce que finalement elles déplacent un problème, ou bien injustifiées, et puis certains considèrent même que c'est une provocation de détruire des logements vu la crise et la difficulté pour certains d'accéder à une habitation. Et puis humainement, les habitants sont aussi souvent bouleversés après avoir vu leur immeuble dynamité, un immeuble où ils ont vécu parfois leur enfance. Et toujours pour la politique des quartiers, 41 nouvelles zones franches urbaines sont mises en place, donc ces zones qui permettent aux entreprises d'échapper à certains impôts. Et un observatoire national de la délinquance est mis en place parce que l'obsession raciste de la France pour les banlieues, elle ne faiblit pas, bien au contraire.
Avec Nicolas Sarkozy, qui est quand même le champion de l'escalade dans le domaine, cette tension monte, mais elle va se doubler d'une obsession du pays pour l'islamophobie et le communautarisme. Et ça, c'est le résultat de l'action de l'antiracisme institutionnel. Donc au mois de janvier, Nicolas Sarkozy se met en tête d'organiser l'islam de France comme un clergé. Il a besoin d'interlocuteurs, de représentants de la communauté, et donc il va se mêler de la gestion d'un culte, ce qui n'est pas rien parce qu'il bafoue le principe de séparation des églises et de l'État. Une large consultation est lancée, un vote est organisé pour que toutes les tendances puissent être représentées, et puis Sarkozy ne marginalise pas l'UOIF alors que le reste de la classe politique les diabolise, quand bien même ils sont plébiscités par une frange importante des musulmans en France. En revanche, l'Association des étudiants islamiques de France et Tariq Ramadan en sont tenus à l'écart. Le 22 janvier, Jacques Tarnero et Philippe Bensoussan sortent le film documentaire Décryptage qui voudrait démontrer qu'en France, il serait impossible désormais, en tant que journaliste, de parler du conflit israélo-palestinien sereinement. Bon, sauf que Tarnero, c'est un idéologue du nouvel antisémitisme, donc ce qu'il peut en dire est complètement faussé. Et on aurait même envie de demander à Daniel Mermet ou à Charles Anderlin ce qu'ils en pensent, eux qui ont été traînés dans la boue et en justice par les gens du camp de Jacques Tarnero. 3 jours plus tard, c'est le dîner du CRIF. Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, évoque le communautarisme, mais évidemment, il ne cible que celui musulman. Et puis, il réaffirme le principe de laïcité pour rassurer les obsédés du péril islamiste qui sont nombreux à ce dîner. Et à la sortie, on peut même récupérer le livre Les territoires perdus de la République, qui est un livre qui a été écrit en 2002 par des enseignants qui dénoncent l'abandon de l'école dans les quartiers dits sensibles. Gilles Lemaire, le secrétaire national des Verts, est présent à ce dîner, mais il va le quitter après que Roger Kuckerman évoque l'alliance rouge-brun-vert. Quelques jours plus tard, Nicolas Besancenot est invité chez Thierry Radisson et sur le plateau, face à Roger Kuckerman qui l'accuse d'antisémitisme, il va offrir une réponse très émue. Roger Kuckerman, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 65 ans, vous êtes président du CRIF depuis 2001, après une carrière dans la banque Rothschild. Vous avez déclaré que l'antisionisme est le nouvel habit de l'antisémitisme, et vous avez parlé de cette fameuse alliance rouge-brun-vert. Alors les rouges, c'est lui, c'est l'extrême gauche. Si vous voulez, moi ça ne me gêne pas qu'il soit anticapitaliste ou anti-américain, ça c'est de la politique économique ou politique. Là où il y a des dérives qui me gênent beaucoup, c'est quand, à partir de l'antisionisme, quand on va à la démonisation, à la diabolisation, et qu'on dit que les Israéliens sont nés nazis, qu'ils procèdent à un génocide, qu'ils pratiquent de l'apartheid, à ce moment-là... Ils n'ont jamais dit ça, les mecs de LCR. Avec des panneaux qu'on voit dans les manifestations, elles disent ça très clairement. Ça m'a meurtri, ça m'a blessé. Parce que moi, vous savez, j'ai l'antifascisme et l'antiracisme à fleur de peau. Et la lutte contre l'antisémitisme, c'est dans mon projet de société comme tout celui de la LCR. Quand j'ai fait débrayer pour la première fois mon lycée, que je l'ai mis en grève, c'était au moment du pillage du cimetière juif de Carpentras. Vous savez que la LCR a toujours été aux côtés de la communauté juive. Mais il arrive qu'il y ait des propos tenus dans les manifestations où vous êtes. Vous appelez au boycott des universités israéliennes, vous appelez au boycott des sociétés israéliennes. Quand on dit par exemple que dans des manifestations pro-palestiniennes auxquelles j'ai participé, il y a eu des propos antisémites, je dis que c'est faux. C'est arrivé qu'une seule fois, et avec Leïla Chaïd, vous le savez bien, vous n'avez jamais la LCR, vous n'avez jamais condamné. Kerman, s'il vous plaît, c'est faux. On s'en est d'ailleurs expliqué avec le consistoire. Vous avez condamné ? Absolument, on a fait même mieux que ça. Avec Leïla Chaïd, qui est la responsable de l'autorité palestinienne en France, on a coupé la manifestation en deux. Vous nous accusez de communautariser. Nous sommes les victimes de la communautarisation. On attaque nos synagogues, on attaque nos rabbins. Nous, on n'a jamais attaqué. On est absolument des victimes. Roger Kuckerman, est-ce que ce soir, vous revenez sur les propos que vous avez tenus samedi, ou est-ce que vous les maintenez? Je les maintiens. Encore une fois, nous n'avons, jamais importé aucun acte de violence. Nous n'avons jamais agressé une mosquée ou un imam. C'est nous qui sommes les victimes. On nous agresse. Donc, c'est pas nous qui importons le conflit. On nous l'importe, on nous le met sur le dos. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous accuse, comme à l'époque, de double allégeance? Écoutez, j'ai dit et je répète, moi j'ai le droit d'aimer mon père et ma mère. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'avoir une affection particulière, de la même manière d'ailleurs que les musulmans français ont de la sympathie pour la cause palestinienne, ce que je trouve absolument normal. Et je suis étonné qu'on ne parle pas des autres conflits, de la guerre civile en Algérie qui a fait 200 000 morts. Je n'entends pas la LCR en parler. Vous plaisantez ou quoi?
Pas beaucoup, en tout cas, il parle plus du conflit du Proche-Orient que du conflit de l'Algérie, on n'entend pas parler. Et je ne parle pas du Soudan où il y a 1 million de morts, de votre soutien autrefois à Pol Pot, qui était votre grand ami. Mais moi, c'est plutôt le Che Guevara. Vous êtes prêt ce soir à retirer votre accusation? Non, je ne retire pas. Est-ce que pour vous, je suis un antisémite? Je vous pose la question. Écoutez, je vous ai vu participer à des tas de manifestations dans lesquelles on traitait les juifs de nazis, et ça, c'est C'est des intolérable. propos diffamatoires, vous le savez, le consistoire le sait, toutes les organisations de la communauté Eh bien, juive dialoguons. le savent. Je pense ce soir à une grande partie de la direction de mon organisation qui, pendant des années et des années, a subi les pires colibés, s'est fait traiter de juifs dans la rue, a eu son lot de martyrs dans les camps de concentration et qui doit ce soir être particulièrement atterré. Ne mesurons pas le nombre de juifs morts, je crois que... Merci Roger Kuckerman. Merci. Et puis le 1er février, c'est le début de la marche de Ni pute ni soumise. Elles font une marche qui part des quartiers et qui est censée arriver à Paris le 8 mars lors de la Journée internationale des luttes des femmes. Donc c'est une initiative de la Fédération nationale des potes qui est affiliée à SOS Racisme. Cette marche a des parrains célèbres du monde artistique ou politique et les NPNS déposent à Matignon les 25 000 signatures de leur pétition. Elle défile contre les ghettos et pour l'égalité, et donc évidemment c'est directement inspiré de ce qui s'est passé en 1983, 20 ans avant. Simplement la grosse différence avec 1983, c'est qu'elles rendent les habitants des quartiers, et particulièrement les hommes et les parents, responsables de la ghettoisation. La presse adore, le monde décrit comme radieuse et fière, le blush sur les pommettes, militantes féministes et filles des cités ont marché coude à coude. Fadela Amara déclare en arrivant que l'omerta a explosé, de plus en plus de filles, de mères, de mecs nous entendent et se réveillent. Puisque, pour Fadela Amara, le bon homme de quartier, c'est un homme qui marche le 8 mars avec les femmes. Et leurs ennemis, ce sont les intégristes. Reste à voir après qui, elle, qualifie d'intégriste. Pendant cette marche, on croise Laurent Fabius, Jean-Louis Bourlot, Sylviane Agacinski, François Hollande, mais aussi la LDH, ACT UP, Amnesty, Chienne de Garde, PCF, le Planning SOS, etc. Et ils ne sont pas là que du fait de NPNS. Leur présence à l'arrivée de la marche, c'est aussi l'événement du traditionnel défilé du 8 mars. Donc évidemment, les NPNS vont aussi faire un concert cette année-là, le 6 juin au Zénith, où Fadela Amara appellera les pouvoirs publics à sortir de l'argent. Mais pendant cette arrivée de la marche, le 8 mars, il y a par exemple Louisa qui est venue de Marseille. Elle dit que certains garçons ont refusé de venir parce que pour eux, ce mouvement leur fait la guerre. Ils trouvent aussi le slogan vulgaire. Et c'est vrai que les slogans scandés dans la manif et que la presse reprend relèvent plus de la gauloiserie que de la pudeur maghrébine. Mais il y a beaucoup de femmes dans ce mouvement, surtout qui dénigrent la culture de leurs parents par racisme intériorisé. Et ça, c'est absolument catastrophique. Mais c'est le secret du succès de ce mouvement. Et elles sont nombreuses, parce que le problème de la reconnaissance médiatique, c'est qu'on peut tout à fait s'emballer quand un journaliste tend un micro. Et quand on lit les récits que ces femmes ont fait à l'époque, ça laisse un peu perplexe. Comme par exemple cette Toulousaine qui raconte que quand elle est allée manifester place du Capitole, des frères lui auraient dit « Si les filles se font embêter, c'est qu'elles provoquent, il y a des raisons comme les vêtements qu'elles portent, elles n'ont qu'à baisser la tête, c'est comme ça qu'on les respecte. » Connaissant ma ville et ce qu'elle était en 2003, je n'y crois pas une seconde. Plus crédible, en revanche, les garçons qui ont déclaré « on n'est pas des pointeurs » lors d'une des rencontres pendant la marche, ils étaient probablement lassés de voir Samira Bellil faire le tour des plateaux pour vendre son bouquin « L'enfer des tournantes » qui faisait de son cas une généralité. En tout cas, il y a 20 000 personnes à l'arrivée. Et après ça, sur leur site internet, les NPNS publient des témoignages anonymes de filles de quartier qui se plaignent de leurs frères, de leurs pères, camarades de classe. Par exemple, on lit dans Le Monde des collégiennes qui se plaignent de ne pas pouvoir aller à l'école en pantalon collant ou en jupe. Ou bien Yann, 17 ans, qui dit que dans certains endroits, c'est le Moyen-Âge, c'est de la folie. Les copines, elles sont obligées de baisser les yeux en passant devant des gamins de 7-8 ans. Ou encore une autre qui explique comment à la sortie du RER à Paris, des filles se déshabillent. Il faut que ça cesse, crie-t-il en chœur. On dirait de l'orientalisme quand même beaucoup. Et NPNS annonce que des comités locaux sont nés un peu partout en France suite à leur marche. Elles disent qu'elles s'enracinent dans les quartiers pour lutter contre la loi de la cité. Et ce qui les rend malheureuses, c'est que le féminisme n'est pas la cote dans les banlieues. Or, pour elles, les combats féministes devraient faire modèle dans les quartiers. C'est par ça forcément que passera la libération pour les filles mais aussi pour les garçons. Et d'ailleurs, toujours dans Le Monde, on lit que dans les quartiers, les petits garçons méprisent tellement les filles qu'ils leur jettent des pierres. Et on pourrait même dire les lapident. Voilà, on dirait
Un récit orientaliste très à la mode qui a peut-être attiré toutes les jeunes filles indigènes un petit peu déséquilibrées à la recherche d'un peu de reconnaissance médiatique. En tout cas, les doléances de Ni Putes Ni Soumises ont été prises en compte. Jean-Louis Borloo lâche 50 appartements pour des femmes victimes de violences. L'association publie un guide du respect financé par Matignon et qui sera distribué dans les classes de la 4e à la 2e. Et puis, des cellules d'accueil sont installées dans les commissariats. On a rarement vu des militants de l'immigration pris en compte de cette manière-là. C'est parce que ce ne sont pas des militants, mais des semblants de militants, on pourrait dire des militants institutionnels. Et puis, Fadela Amara veut que la cause des femmes devienne grande cause nationale. Elle le demande à Jacques Chirac. Elle demande aussi que cessent les mariages forcés, l'excision, la polygamie, le mal de vivre dans les immeubles où il ne se passe rien. Pour montrer comme c'est assez transversal au monde politique, le succès de NPNS, elles sont aussi allées le dire à la fête de l'humanité. Et Fadela Amara le racontera aussi dans un livre qui paraît en septembre 2003. Parce que Fadela, elle aime se raconter. Après avoir dénoncé le racisme et les injustices, elle dénonce aussi la différence de traitement entre les filles de sa famille et les garçons quand elle était enfant. Comme elle pose la question, c'est une manière pour elle de dire comment peut-on commettre des injustices quand on subit soi-même des injustices. Et d'ailleurs, elle dit que c'est ce patriarcat qui a conduit son frère en prison. En tout cas, une des choses qu'ouvre Ni Putes Ni Soumises, c'est la sociologie des pratiques de genre dans les quartiers, parce qu'à partir de leur apparition, des tas de sociologues vont s'intéresser à la manière dont on est une fille ou un garçon dans les quartiers, donc sera fait vivre et sera produit de l'activité pour beaucoup de sociologues et d'apprentis sociologues. Le jour même où les Ni Putes Ni Soumises arrivent à Paris, Nicolas Sarkozy est devant la Fédération nationale des musulmans de France et il déclare « Si le voile est un choix personnel, il doit être respecté et il ne rentre pas dans le domaine politique de le dénoncer. » 5 jours plus tard, au lycée de la Duchère, des enseignants se mettent en grève parce qu'une lycéenne a refusé d'enlever son bandana. C'est pas la première fois que ces enseignants arrêtent le travail à cause, entre guillemets, d'un problème musulman. Ils l'avaient déjà fait l'année précédente à cause du ramadan. Donc apparemment, ce sont des profs à fleur de peau. Ils ont peut-être lu avec trop d'entrain le livre sur les territoires perdus de la République et ils se sentent assiégés. Le 4 avril, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin prend ses distances avec les déclarations de Nicolas Sarkozy. Il dit « Nous travaillons sur ces questions-là, notamment à l'occasion du centenaire de la loi de 1905 à venir, et nous avons chargé l'Académie des sciences morales et politiques de réfléchir sur ce sujet très important. » Une semaine plus tard, Nicolas Sarkozy lance l'idée d'un Conseil français du culte musulman. Le même jour, un appel pour une paix républicaine est lancé par l'UEJF, la LICRA, le Grand Orient de France, et de nombreux hommes politiques de tous bords s'y associent. Ces gens veulent éviter les amalgames entre conflits différents. En gros, leur message, c'est pas d'importation du conflit israélo-palestinien. Peu importe si certains de ces participants sont aussi les mêmes qui régulièrement participent à des soirées de charité pour Tsahal et ses militaires. La polémique contre le voile monte et le 18 avril, une centaine de femmes manifestent à Trappes derrière le mot d'ordre « Touche pas à ma pudeur, non à la voilophobie ». Le lendemain, Sarkozy va au Bourget et on peut imaginer qu'après ces déclarations, il a dû se faire recadrer et donc il va profiter de cette venue au congrès de l'UEJF pour se racheter auprès de ses amis islamophobes. Et donc il va déclarer qu'il veut une loi qui oblige à avoir la tête nue sur les photos d'identité. L'actualité en France, la question du foulard islamique pourrait être relancée. Nicolas Sarkozy, hier à la tribune du rassemblement de l'Union des organisations islamiques de France, a été hué alors qu'il affirmait que selon les lois de la République, les femmes pour leur papier d'identité devraient fournir des photos nu-tête. Un discours qui a donc suscité de très vives réactions. Nicolas Sarkozy devait s'y attendre. L'a-t-il fait volontairement? Rien en tout cas n'a entamé son discours. Reportage Alban Mikosi, Eleonore Gay, Mathieu Birden. Rien ne justifierait que les femmes de confession musulmane bénéficient d'une loi différente pour la carte nationale d'identité. En réaffirmant l'interdiction du port du voile sur les photos d'identité des femmes musulmanes devant une assistance aussi religieuse, Nicolas Sarkozy s'attendait à être sifflé. Il avait même préparé sa réaction. Un ami, mes chers amis, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse impressionner parce qu'une minorité proteste dans une salle. Le message s'adresse avant tout à l'UEJF qui incarne souvent les revendications les plus identitaires parmi les musulmans. En rappelant la loi,
Nicolas Sarkozy vise aussi ceux qui soutiennent plus ou moins discrètement les jeunes filles voilées dans les lycées. Deuxièmement, cette déclaration intervient une semaine pile après l'élection du Conseil représentatif du culte musulman. Parmi les élus, certains auraient voulu que la loi tolère davantage le port du voile. Nicolas Sarkozy leur répond déjà, c'est non. Monsieur Sarkozy est cohérent avec ce qu'il annonce depuis le début de l'islam dans le cadre du respect des lois de la République. Les musulmans ont répondu que toutes les lois ne sont pas toujours bonnes et qu'on allait en discuter, mais que tant que les lois seraient là, ils s'y soumettraient, parce que de toute façon, ils sont français, ils se soumettent aux lois françaises. Et surtout, Nicolas Sarkozy compte sur l'écho que cet incident va générer. Une immense majorité des musulmans français ne pratiquent pas et elle se passera volontiers d'une querelle de religion. Et puis l'opinion publique partage très largement son avis. Ouvrir soi-même ce débat sur le foulard islamique, c'est une bonne manière d'en fixer les limites. Le lendemain, 20 avril, l'UEJF publie Le sionisme expliqué à nos potes. Alors dedans écrivent Alexandre Adler, Jacques Tarnero, Elie Barnavi, BHL, Klugman, Adil Jazouli. Et leur idée avec ce livre, c'est de sauver le sionisme que tant de personnes cherchent à salir. Pour eux, Israël a le droit d'être critiqué. C'est quand même une vaste blague de les entendre dire ça, vu comme ils traînent en justice tous ceux qui critiquent de près ou de loin l'action de ce pays. Mais ils disent, ces fondements moraux et idéologiques doivent être reconnus et ne doivent pas être diabolisés. Pour eux, le sionisme, c'est un beau projet, même si sa concrétisation, Israël, est prise dans des contradictions. Bon, en gros, c'est la version écrite du film Décryptage. C'est vraiment pas un livre à lire si on aime les infos vérifiées ou les propos étayés. C'est aussi une proposition qui cherche à séduire des gens de gauche, pour avoir des sionistes de gauche. Alors, en réaction, le 5 mai, Le Monde puis l'Humanité publient l'appel pour une autre voix juive, qui est un manifeste de citoyens juifs ou d'origine juive qui ont décidé de s'exprimer collectivement en raison du conflit au Proche-Orient et parce que quelques institutions et quelques hommes publics monopolisent abusivement l'expression des Français juifs. Ils s'expriment en tant que juifs et ils veulent qu'existe une autre voie. Et ils suggèrent même que la tendance de Roger Kuckerman n'est même pas majoritaire parmi les gens qu'elle concerne. En gros, ils disent au CRIF, ils ne les représentent pas. D'autant que le CRIF accapare cette parole pour défendre des idées chauvines et puis des idées de négation des droits d'un peuple. Je vous en lis un extrait. « Nous n'autorisons ni l'État d'Israël, ni les institutions qui en France prétendent représenter les citoyens juifs à parler en leur nom. Nous nous révoltons contre l'oppression coloniale dont souffrent la Palestine et les Palestiniens du fait du gouvernement d'Israël. Nous ne croyons pas que l'on combatte l'antisémitisme en laissant les Israéliens devenir un peuple d'oppresseurs. » Donc l'appel est en référence de cet épisode, je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Le lendemain, à l'initiative de plusieurs organisations dont l'UEJF, il y a un rassemblement républicain. Et cette fois, c'est très étonnant, l'UEJF, enfin c'est très étonnant, non, c'est un glissement en réponse à l'appel pour une autre voix juive. Cette fois, l'UEJF s'y présente comme français, comme républicain universel préoccupé de la menace contre la République que ferait subir évidemment l'intégrisme, le fanatisme et autres. Et puis, puisqu'on les accuse de soutenir inconditionnellement Israël, cette fois-ci, ils se positionnent comme universalistes, réunis avec leurs confessions différentes et opposés au communautarisme, au fanatisme. Ils sont pour la laïcité, pour que le voile ne devienne pas un drapeau. Donc c'est un déplacement stratégique. Une semaine plus tard, cette fois en réaction au CFCM, se met en place un conseil français de musulmans laïcs. Cette fois-ci, ce sont des intellectuels musulmans qui s'expriment contre le voile dans une tribune dans le Figaro. Ils sont contre l'obscurantisme et contre l'intégrisme. On y retrouve, sans surprise, des anciens de France Plus, de futurs alibis de Caroline Fourest, Rachid Kassi, bien sûr, Nora Berra, mais aussi Jida Tazaït. Cette dernière sera d'ailleurs de la délégation qui sera reçue par Nicolas Sarkozy en juin 2003. 3 jours plus tard, Alain Juppé demande une loi contre le voile. Il dit « Le législateur doit prendre ses responsabilités sur le port du foulard islamique ». Donc vraiment là, l'obsession monte. On a des prises de parole de figures politiques importantes quasiment toutes les semaines. Et dans la presse, les pros et les contre-voiles s'affrontent. Anne Zelensky, Malek Bouti, Elisabeth Badinter publient des papiers, ça s'écharpe. Et puis le 18 mai, c'est Laurent Fabius. Donc, à la demande de Jack Lang, il y a une loi qui est en préparation sur le voile à l'école.
Et le 18 mai, c'est le congrès du PS et Laurent Fabius s'exprime pour l'interdiction des signes religieux ostentatoires dans l'espace public et d'abord à l'école où, dit-il, ils n'ont pas leur place. Et il fait un triomphe. Le monde militant réagit par un appel « Oui à la laïcité, non aux lois d'exception ». Il est initié par Pierre Thévagnan du site LMSI et il est signé de très nombreux militants et organisations, dont des collaborateurs de Prochoix. Là aussi, le lien avec la liste des signataires est en référence de ce podcast. Donc comme la tension monte, le président Chirac tranche. Il dit le 22 mai « La laïcité est une valeur d'une extraordinaire modernité tant elle exprime cet esprit de tolérance, de respect et de dialogue qui doit plus que jamais prévaloir. Elle est un principe sur lequel nous ne transigerons pas. » Une semaine plus tard, les délicates Anne Zelinski et Anne Viguerie publient laïcarde puisque féministe. Selon elle, les féministes s'inquiéteraient de voir la question du voile islamique réapparaître dans le débat et il indique que la place d'une femme dans l'islam serait dans l'ombre, la relégation, la soumission à l'homme. Et même si des femmes revendiquent ce voile, leur revendication est illégitime. Donc ça, c'est directement une réaction à l'appel « Oui à la laïcité, non aux lois d'exception » qui a été signé par de nombreuses militantes féministes, dont la plus prestigieuse Christine Delphi. Le 13 juin, Prochoix fait un numéro spécial voile. Prochoix, c'est la revue de Fiametta Weiner et Caroline Forest. Elles l'ont lancée en 1997 et en général, dans cette revue, elle parle d'extrême droite, de mouvements réactionnaires français ou américains, de révisionnisme, d'antisémitisme, d'abolitionnisme de la prostitution ou de racisme moral. Le numéro qu'elles ont fait d'ailleurs au printemps 2003 est complètement en phase avec ces thématiques. C'est une revue qui se positionne pour la liberté de choix, d'où son nom, et puis surtout celle des femmes en matière d'avortement, d'accouchement sous X, de prostitution, etc. C'est leur ligne, pour tout sauf pour le voile. Et pour elles, le véritable tournant, c'est juin 2003, où elles font ce numéro spécial voile, dans lequel elles soulèvent que plusieurs affaires ont émergé dans des établissements scolaires. Elles évoquent évidemment la grève du lycée de la Martinière, et puis elles se réjouissent qu'NPNS ait crevé l'abcès, légitimant une parole anti-voile. Dans ce numéro de Prochoix, l'appel de LMSI, qui avait été aussi publié dans Libération, mais sous un titre imposé à leurs auteurs, est reproduit avec la liste complète des signataires. Et ensuite, les rédactrices en chef, Fiametta Weiner et Caroline Forest, livrent leur propre analyse, qui est celle que le voile s'inscrit dans l'islam politique. Leur thèse est exactement celle qu'elles développent dans le livre qu'elles publieront plus tard dans l'année, je vous en parlerai dans cet épisode. Mais bon, en gros, le voile est une des formes de l'attaque des intégristes contre la laïcité et l'UOIF est l'un des acteurs de ce mouvement. Et pour elle, Nicolas Sarkozy, même en laissant accéder l'UOIF au CFCM et en allant au Bourget, a cautionné une organisation intégriste et a déclenché le débat sur le voile. Et dans ce numéro, elles vont aussi donner la parole à des musulmanes contre l'islam et à des féministes anti-voile. Donc c'est vraiment là une fracture qui se crée entre des militants pro-choix anti-voile avec ceux qui restent cohérents et qui décident de ne pas interférer dans le choix des femmes et des jeunes filles musulmanes. Une semaine plus tard, la justice reconnaît que le licenciement d'une femme voilée était infondé et qu'elle a subi une discrimination au travail. Elle était téléenquêtrice et la justice impose à son employeur de la réintégrer. Le 1er juillet, l'Assemblée nationale met en place une mission d'information sur la question des signes religieux à l'école. Et c'est le genre de commission qui donne l'impression que la décision a été prise après mûre réflexion. Mais surtout, cette année-là, le Forum social européen a lieu à Paris, en région parisienne, et il est prévu que Tariq Ramadan y participe. Et ça fait jaser les anti-voiles, et plus largement tous les acteurs de l'antiracisme institutionnel, c'est-à-dire la LICRA, l'UOJF, les socialistes, etc. Le 19 juin, Tariq Ramadan s'adresse aux altermondialistes dans Politis pour les rassurer. Et puis, le 8 juillet, il fait l'objet d'un portrait en 4e de Libération. Et c'est un portrait qui est plutôt réussi, plutôt juste, qui montre comme Tariq Ramadan s'implique dans les débats sur l'interdiction du voile et puis dans celui sur la représentation des musulmans en France. Il explique aussi comment, dans le prolongement du travail engagé avec Alain Grèche, Tariq Ramadan s'engage davantage dans la convergence avec la gauche. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va participer au FSE, ce qui crée énormément de remous. Et cet article de Christophe Ayad décrit bien ce qui irrite chez l'islamologue. Le 10 juillet, Nicolas Sarkozy donc reçoit le mouvement des musulmans laïcs. Leur appel au renouveau de l'islam avait été publié dans Marianne.
À la rentrée, le 1er septembre, Étienne Balibar, Denis Siffert, Judy Butler, Éric Hazan et d'autres publient Antisémitisme, l'intolérable chantage, dans lequel ils dénoncent la thèse de la nouvelle judéophobie qui, selon eux, a pour fonction de disqualifier toute critique de la politique militaire et coloniale d'Israël. Ils constatent une politique du soupçon envers les militants de gauche par les représentants autoproclamés de la communauté juive, et dans ce livre collectif, ils démontent avec talent la mécanique du chantage. Ainsi, ils sont totalement accablés par les déclarations d'Elie Wiesel qui, en 1982, après l'invasion du Liban par Israël, avait énoncé comme principe que, en tant que juif de la diaspora, il s'interdisait de critiquer Israël à l'extérieur de ses frontières. Et pour le coup, lui, Elie Wiesel est complètement dans le relativisme culturel puisque ses principes moraux s'arrêtent à la frontière d'Israël. Ces auteurs critiquent les représentants juifs français qui pratiquent l'escalade et instrumentalisent les actes anti-juifs pour non pas apaiser le jeu mais attiser des tensions communautaires naissantes, car les actes de haine en réalité touchent les Arabes et les Juifs en France. Ensuite, ils constatent que sont nés des entrepreneurs de type BNCVA ou Avocats sans frontières qui se réjouissent et se nourrissent de toute la haine anti-juive et sont aussi catastrophistes. Pour eux, le lien entre ce qui se passe en Palestine et en France est totalement évident et ils se disent que c'est la résolution de ce qui se passe là-bas qui va calmer la tension ici. Ils remarquent aussi que la variété des voix juives en France est complètement masquée. Elle a beaucoup de difficultés à exister derrière ce camp uni dans la croyance en ce nouvel antisémitisme. Ainsi, l'UJFP et tous les intellectuels juifs qui défendent les droits des Palestiniens. Ils disent qu'il n'y a rien de systématique entre le fait d'être juif et de soutenir Israël. Et d'ailleurs, les voix dissonantes comme celle d'Esther Ben Bassa ou de Daniel Ben Saïd voient leur judéité attaquée. On les accuse d'avoir la haine de soi. Ainsi, Ronnie Broman avait été traité de traître par Claude Lanzmann et parfois ça peut aller jusqu'à la violence, comme quand Eyal Sivan avait été menacé de mort. Donc il y a vraiment une volonté de faire taire toute voix dissonante. Et quand Jean Kahn, l'ancien président du CRIF, demande aux Juifs de France de s'identifier à Israël sous peine d'être responsable d'un manquement conduisant à la destruction d'Israël, ils disent « bon là on est clairement dans du chantage ». Or, nous considérons, disent-ils, que l'identité juive ne peut être réduite à ça. On ne peut pas enrôler à son insu tout juif derrière la politique de Sharon, sinon ça le désigne ipso facto à la vindicte de ceux qui s'identifieront pareil au peuple palestinien. Ils disent qu'on doit revenir à la liberté de choix, y compris de choisir d'être indifférent à ce qui se passe là-bas. Mais clairement, pour eux, identifier le judaïsme à la politique israélienne, ça expose les Juifs de France. Au dîner du CRIF de 2003, Roger Kuckerman avait évoqué un courant d'extrême gauche antimondialiste, anticapitaliste, anti-américain, anti-sioniste, l'alliance brun-vert-rouge qui donne le frisson. Pour eux, ça, c'est exploiter l'antisémitisme politique contre les antilibéraux, par exemple. Et ils disent, ça fonctionne d'abord parce que Israël et sionisme se confondent. Or, le sionisme, c'est une idéologie. Donc dès lors qu'on la confond avec un État, il suffit que quelqu'un dise « je suis contre cette idéologie » pour que ce soit entendu comme un appel à la destruction de cet État. Ensuite, pour eux, dire qu'Israël est la représentation métaphorique du juif, ce que fait par exemple Goldnadel quand il dit « Israël est le juif des États ». Ça conduit à ce que la critique de cet État soit diabolisée. Et d'ailleurs, ceux-là reprennent la description du discours antisémite sur le juif coupable absolu des malheurs du monde pour décrire la condamnation du sionisme, donc d'Israël. Alors ils évoquent le fait qu'au mois de mai, l'UEJF et la LICRA avaient organisé une manifestation et interdit au MRAP et à la LDH d'y participer. Ils remarquent aussi que dans ces sphères, l'islamophobie n'est pas rare, et la haine du trotskisme, du gauchisme et du communisme non plus. Ils évoquent le film de Jacques Tarnero et Philippe Bensoussan, Décryptage, qui cherche à dénoncer la difficulté pour les journalistes d'exercer leur devoir d'impartialité dans le conflit israélo-palestinien. Pour eux, les médias favoriseraient les Palestiniens et Israël souffrirait de ces biais, et notamment des biais dus à leur religion. C'est-à-dire que pour eux, c'est la religion qui passionne les opinions sur ce qui se passe là-bas. Mais c'est un film militant qui fait abstraction d'une chose pourtant essentielle, le droit. Les gens qui dénoncent les actes d'Israël ne le font pas à titre moral, mais ils le font relativement au droit international. Et puis donc toujours dans Antisémitisme, l'intolérable chantage, les auteurs décèlent un discours victimaire où Israël n'a jamais de responsabilité dans l'enchaînement des événements. Ils constatent aussi que désormais, moralement, intellectuellement et politiquement, le ton n'est plus civilisé. L'intimidation se banalise, les réflexes d'union sacrée aussi se sont mis en place avant le 11 septembre
avec le déclenchement de la seconde intifada. Or, l'union sacrée, c'est exactement l'inverse de la pensée politique. Et puis, il reproche à Tarnero et aux autres de banaliser l'histoire, parce que évoquer l'année de cristal ou bien un antisémitisme comparable aux années 30, ce n'est pas correct vis-à-vis de l'histoire. Il regrette de voir des intellectuels français qui hier étaient raisonnables, aujourd'hui sont devenus des néoconservateurs engagés contre le monde arabo-musulman. Il regrette le temps où il y avait quelques savants soucieux de comprendre une civilisation arabe distincte, et aujourd'hui, ils ont l'impression qu'on verse dans la simplification, dans les préjugés envers les arabo-musulmans qui se diffusent plus que jamais. Or, la thèse de la nouvelle judéophobie, elle contredit celle d'une France globalement antisémite, dont Vichy avait été un révélateur par un accident. Et cet antisémitisme-là, il décroît progressivement. Mais pour les auteurs, le fait que par islamophobie, tous ces intellectuels se rapprochent de la droite dure, c'est presque une trahison de l'histoire. En tout cas, il remarque que le racisme anti-arabe devient répandu partout, y compris chez les Juifs de France. Et ça, c'est un problème. Quand ils ont vu des intellectuels comme Oriana Fallachi ou Alexandre Del Valle le cautionner, ils considèrent que c'est un problème. Il voit aussi apparaître une volonté de rompre avec la tradition juive de solidarité avec les autres victimes discriminées. Par rapport au fait que le protocole des sages de Sion circule, il regrette que quand c'est dénoncé, il n'est jamais fait mention des intellectuels arabo-musulmans qui dénoncent cet ouvrage antisémite. Parce qu'ils disent, dans l'histoire, il a toujours existé un dialogue très fructueux entre intellectuels arabes et intellectuels juifs. Et les évolutions positives naissent de ces échanges. Éric Hazan est éditeur et fondateur de La Fabrique. Il raconte comment l'association de Goldnadel l'a traîné en justice parce qu'il a publié la traduction du livre de Norman Finkelstein. Il cite d'autres plaintes intentées contre des militants soutiens de la résistance palestinienne et il dénonce l'absurdité de ces actions en justice qui souvent sont intentées pour incitation à la haine raciale et visent des antiracistes et des militants de gauche. Le MRAP ou la LDH ne s'associent jamais à ces plaintes. En revanche, on retrouve toujours les mêmes. La LICRA, Avocats sans frontières, et l'objectif recherché selon Éric Hazan, c'est d'encourager les éditeurs ou les rédacteurs de presse à être prudents quand ils parlent de Palestine, c'est-à-dire que ça a presque valeur de harcèlement judiciaire. Éric Hazan identifie deux courants principaux qui déploient cette stratégie. D'un côté, les gens comme Elie Wiesel ou Claude Lanzmann, le réalisateur de Tzahal, qui eux sont plus sur la sacralisation de la Shoah. Et puis les Finkielkraut, Adler, Tarnero, BHL, qui assimilent toute critique d'Israël à de l'antisémitisme en oubliant qu'il existe des courants juifs antisionistes. Et d'ailleurs, paradoxalement, le climat français est plus malsain que le climat israélien parce qu'il y a des opinions radicales antisionistes qui s'y expriment et qui vaudraient à leurs auteurs d'être traînés devant les tribunaux français. Quant à Michel Warschawski, il remarque que leur stratégie est d'occuper tout le terrain médiatique pour qu'il ne soit plus possible de parler de la réalité de l'occupation et de la répression dans les territoires occupés. D'ailleurs, quand Kuckerman conseillait à Sharon d'utiliser la méthode Goebbels, c'est exactement de cette méthode dont il parlait. Et Warschawski s'est vu appliquer ces tactiques quand il était invité à prendre la parole. La majorité du temps de débat est accaparée par le nouvel antisémitisme. Et ça permet de transformer l'occupant en victime et aussi de dépeindre le Palestinien comme aveuglé par son fanatisme. Donc c'est vraiment une lecture confessionnelle de ce qui se passe là-bas qui est apparue et qui permet d'exploiter l'islamophobie ambiante, mais aussi d'inscrire les actes contre Israël dans la haine millénaire contre les Juifs. D'où l'irritation de ce camp pro-Israël quand on fait l'analogie entre ce qui se passe en Palestine et l'Algérie colonisée. Mais Warschawski le dit, cette accusation de nouvelle judéophobie, elle est redoutable parce qu'elle va traquer dans les moindres discours un élément interprétable. Et à propos de l'alliance brun-rouge-vert dénoncée par Kuckerman, Michel Warschawski y voit surtout l'antisémitisme comme un instrument pour scinder la gauche, pour que la gauche modérée se désolidarise des anticolonialistes et modère ses slogans. Et donc quand ils vont attaquer le MIB, les comités Palestine ou Pascal Boniface, ils espèrent que la gauche va les isoler et que ça crée un nouveau courant qui rassemble tous les gens qui combattent la gauche radicalement anticolonialiste. Et dedans, on va trouver des gens de droite, bien sûr, mais aussi des militants de gauche raisonnables, qui sont toujours les plus dangereux. Progressivement, les organisations sionistes de gauche délaissent la gauche pour embrasser ce camp-là, un peu comme Caroline Fourest. En tout cas, Michel Warschawski l'affirme, en voyant de l'antisémitisme partout et en étant dans le même temps aveugle au racisme anti-arabe,
Ces gens banalisent l'antisémitisme réel et ils attisent le phénomène qu'ils prétendent combattre et instrumentalisent le martyre des Juifs d'Europe à des fins de propagande. Donc lui lance un appel au dialogue. Pour lui, il faut plus que tout travailler ensemble pour empêcher ces propagandistes de gagner. Les anticolonialistes de toute confession et nationalité doivent multiplier les collaborations dans le modèle, par exemple, des missions civiles, comme celles qui ont été faites par la TMF, le JFP, les Motivés, le CCI-PPP, mais aussi avec le boycottage. Au même moment, sort le livre de Finkielkraut, Au nom de l'autre, réflexion sur l'antisémitisme qui vient. Donc lui, là, développe sa vision de l'alliance rouge-vert-brun. Sa cible privilégiée, ce sont les camps de lutte contre l'injustice et les inégalités, tous ceux qui sont finalement susceptibles d'être sensibles au drame des Palestiniens. Je cite Alain Finkielkraut, parlant de la foule des manifestants républicains d'avril 2002, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, il avait écrit « L'avenir de la haine est dans leur camp et non dans celui des fidèles de Vichy, dans le camp du sourire et non dans celui de la grimace, dans le camp de la société métissée et non dans celui de la nation ethnique. » Il y a besoin de vraiment toujours d'avoir un temps pour digérer les éructations de cet homme. Alors le résumé de son livre est celui-ci. Il faut du courage pour porter une kippa dans ces lieux féroces qu'on appelle cités sensibles et dans le métro parisien. Le sionisme est criminalisé par toujours plus d'intellectuels. L'enseignement de la Shoah se révèle impossible à l'instant même où il devient obligatoire. La découverte de l'Antiquité livre les Hébreux au chahut des enfants. L'injure sale juif a fait sa réapparition en verlan dans presque toutes les cours d'école. Les Juifs ont le cœur lourd et pour la première fois depuis la guerre, ils ont peur. Décidément, cette rentrée 2003 est très intense. Le 18 septembre, c'est Vincent Gesser qui sort le livre La Nouvelle Islamophobie. Vincent Gesser est chargé de recherche au CNRS. Il répond au livre publié par Pierre-André Taguieff l'année précédente. Vincent Gesser s'appuie sur une étude approfondie des phénomènes racistes envers les musulmans. La matière sur laquelle il a travaillé, c'est la presse généraliste. Et le point de départ de cette nouvelle islamophobie, selon lui, ce sont les attentats de 2001. À partir de quand se développe une phobie de l'islam comme religion, civilisation et culture. Et c'est un rejet qui se manifeste par des discriminations et des actes de haine. Alors la race bouge. Hier, elle était fixée sur des critères ethniques et culturelle, aujourd'hui, elle se déplace sur des signes religieux. Et Vincent Gesser s'appuie aussi sur des études, le rapport 2001 de la CNCDH qui montre que parmi les Maghrébins, les musulmans visiblement subissent un traitement spécifique, et puis l'étude du réseau Raksen qui constate au niveau européen que les actes de haine contre les musulmans ont augmenté. Mais Vincent Gesser essaie de saisir les particularités françaises de l'islamophobie. Il perçoit un rejet du religieux, un contentieux historique qui viendrait de l'histoire coloniale et de la guerre d'Algérie, et aussi un anticléricalisme républicain. Il pointe la responsabilité des éditocrates médiatiques qui attisent l'opposition entre musulmans barbares associés à Ben Laden et en face l'Occident éclairé. Et d'ailleurs, il a l'impression que ces éditocrates se sont progressivement substitués aux chercheurs dans les médias. Il y a désormais des experts de l'islamisation des banlieues à la télévision et le champion est d'après lui Alexandre Delvalle qui cette année-là sort Le totalitarisme islamiste à l'assaut des démocraties. Je vous invite à lire la 4e de couverture du livre d'Alexandre Delvalle, c'est absolument palpitant. En tout cas, avec ce discours, Alexandre Delvalle, qui appartient au courant de la nouvelle droite, a gagné une notabilité. Le dernier tir de Gesser est pour Taguieff, évidemment. Il le dit directement inspiré de Samuel Huntington et de son choc des civilisations, mais il attaque aussi Mohamed Sifawi ou Dalil Boubaker, les cautions ethniques du choc des civilisations. Avec Mouloud Aounit et Tariq Ramadan, Vincent Gesser fait partie des intellectuels les plus visibles de la dénonciation de l'islamophobie. Tous les trois seront ensemble pour débattre à Saint-Étienne en 2003 à l'invitation d'associations musulmanes et de réseaux communistes et antiracistes. Et puis le 20 septembre, donc juste avant la sortie de ce livre, le MRAP avait organisé un colloque sur ce thème à l'Assemblée nationale et ils avaient le sentiment qu'Oriana Fallachi avait fait sauter un tabou et que la parole était désormais débridée. À ce colloque intervenait Dominique Vidal, pour qui le lien entre conflit israélo-palestinien et islamophobie est clair. Dominique Vidal mettait aussi en cause la presse et le rôle qu'elle jouait dans la propagation de cette islamophobie. Khaled Benchir, lui, notait que la télé posait mal le débat autour de l'islam. Quant à Claude Liozou, il avait le sentiment que c'était encore par sentiment de supériorité que la gauche stigmatisait l'islam.
Le 22 septembre, l'exclusion de Lila et Alma est ordonnée à Aubervilliers. Il faut savoir que dans la presse, le proviseur du lycée Henri Wallon déclarait au mois d'avril que dans son lycée, ils avaient choisi le compromis quand des cas de voile se posaient. Il se posait régulièrement d'ailleurs et le lycée avait défini comme règle que le foulard ne devait couvrir que les cheveux et aucune autre partie du corps et il ne devait pas troubler le suivi des cours. D'autres lycées étaient plus stricts, interdisaient le bandana, les vêtements de marque. En tout cas, à Henri Wallon, jusque-là, ils optaient pour ce qu'ils appelaient la négociation subtile. Et puis à la rentrée, c'est un revirement total. Lila et Alma sont convoqués le jour de la rentrée. Des profs se disent indisposés parce que leur voile couvre les oreilles et le cou. Or, jusqu'à présent, ils suivaient la circulaire Bérou de 1994 qui autorise les élèves à porter des signes religieux discrets et leur interdit des signes ostentatoires. Maintenant, évidemment, les établissements ont toute latitude pour définir ce qui est discret et ce qui est ostentatoire. Donc Lila et Alma sont provisoirement exclus du lycée Henri Wallon à Aubervilliers. Dès le lendemain, Mouloud Aounid s'exprime dans la presse, il dit « Tout porte à craindre que le traitement de cette affaire a été fait dans l'unique but de faire de ces jeunes filles un exemple en leur déniant le droit à l'éducation. La gestion irresponsable de cette crise laisse un profond sentiment de gâchis ouvrant la voie à une exploitation qui peut mener à toutes les dérives et manipulations. » Et Mouloud Aounid a raison, il y a vraiment une volonté de faire un exemple à partir de la vie de ces deux gamines. Elles sont soutenues par leurs parents, ce sont deux jeunes filles qui se battent pour ne pas être exclues. On les découvre dans la presse très attachantes, vives, intelligentes. Il est impossible de raconter d'elles qu'elles auraient été forcées à se voiler, comme le raconte le récit dominant sur ces jeunes filles, et évidemment NPNS, puisque leur père est athée d'origine juive, leur mère d'origine chrétienne sans religion. Lila et Alma paraissent très raisonnables comparées à la société française qui s'hystérise totalement sur leur histoire. Les pros et les anti-voiles s'affrontent violemment, laissant les premières concernées sans voix, parce que ce qui marque à cette époque, c'est qu'on n'entend pas tellement les filles voilées. Et leur avocat dénoncera la folie hystérique de certains ayatollahs de la laïcité. Les jeunes filles sont d'ailleurs très sévères avec les enseignants qui ont livré cette histoire aux médias. Finalement, c'est pas ce qui leur est arrivé ni leur voile qui était exceptionnel, c'est plutôt le traitement médiatique qui en a été fait dans un pays qui avait déjà décidé que cette question devait être essentielle. Lila et Alma sont les ni putes ni soumises, elles viennent mettre le désordre dans l'unanimité déclenchée par le mouvement de Fadela Amara où le champ politique blanc faisait semblant de croire que les NPNS représentaient toute la banlieue et toute l'immigration. Quand Lila et Alma sont définitivement exclus, Patrick Gobert, président de la LICRA, salue une décision courageuse. Et de son côté, le président d'SOS Racisme adresse une chaleureuse lettre de félicitations aux enseignants pour leur valeureux combat. Encore plus grave, un ministre propose à deux Françaises, Lila et Alma, d'aller ailleurs. Et ça, c'est encore Mouloud Aounid qui le déplore dans un texte qu'il a publié contre l'islamophobie. Mais il n'y a pas que le MRAP à soutenir les deux élèves. La LDH, le mouvement Intégration Banlieue et le CFCM les soutiennent. Alors cette exclusion, évidemment, a blessé les jeunes filles et leurs familles. Le père d'Alma et Lila remarquait que la dernière expulsion dans le lycée avait concerné une bagarre au couteau dans la cour. Alma a pleuré quand son lycée l'a exclue et puis elle a dit à ses parents « Je veux être avocate ». Le 3 octobre, les Ni putes ni soumises se réunissent pour leurs universités d'été et elles se déclarent contre le voile. Selon elles, c'est un instrument de pouvoir des hommes sur les femmes et Elisabeth Badinter les soutient. Le même jour, Tarek Ramadan lance un pavé dans la mare en publiant « Critique des nouveaux intellectuels communautaires ». Ce texte paraît dans Oumma parce que plusieurs titres l'ont refusé, des journaux qui pourtant évoquent régulièrement le communautarisme musulman. Tarek Ramadan cible les idéologues du nouvel antisémitisme, Taguieff, BHL, Kouchner, Adler, Finkielkraut, etc. Tous soutiennent Israël inconditionnellement, lient les juifs français à ce pays et au sionisme et stigmatisent régulièrement les musulmans. Et puis surtout, ils pratiquent le grand écart avec les valeurs et principes moraux puisqu'ils sont impitoyables avec les uns, aveugles au dérapage des autres. Tarek Ramadan revient sur les positions que tous ces gens avaient prises sur l'intervention américaine en Irak. Et lui, à qui on reproche constamment de mettre en avant sa foi et son identité musulmane et de la lier à ses engagements, remarque que tous ces militants en font autant et que ça ne leur est pas reproché. Et pour lui, ces intellectuels répondent à une logique communautaire. Il considère qu'on est aussi en droit d'attendre des intellectuels juifs qu'ils dénoncent la politique répressive de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, il remarque que certains le font, simplement leurs voix sont englouties derrière les braillements de Finkielkraut et des autres. Évidemment, immédiatement, Glucksmann et BHL l'accusent d'antisémitisme dans Le Point, Le Nouvel Obs, mais ce n'est pas à Tarek Ramadan qu'ils adressent ces textes, mais plutôt aux altermondialistes, en espérant qu'ils se distancient de Tarek Ramadan et qu'ils annulent l'invitation au FSE.
Pourquoi ? Parce que l'accusation d'antisémitisme, elle est tellement infamante que tout militant qui n'aurait pas réfléchi cette question et serait un peu faible sur le thème de la Palestine céderait immédiatement. Sauf que la plupart des gens du FSE repèrent la manœuvre et parlent d'une tempête dans un verre d'eau. Alors même que la presse en fait un événement majeur. Ce qui est drôle aussi, c'est que ceux qui tentent de faire prendre cette polémique, ce sont les titres qui ont refusé de publier le texte de Tariq Ramadan. Ça leur permet d'en publier des extraits, commentés de leur point de vue, ce qui est quand même pas très élégant. SOS Racisme va se désengager du FSE pour ce motif. Dominique Sopo signe un texte avec Fadela Amara, Aurélie Filippetti et Patrick Klugman du CRIF, où ils disent que la prose de Ramadan verse dans l'antique haine des Juifs. Ces gens, évidemment, sont l'antiracisme institutionnel. Donc BHL écrit Tariq Ramadan et les altermondialistes le 10 octobre dans la presse, et le 14 octobre, Ahmed Boubaker écrit un texte sur la marche. Il a un livre qui sort, Les mondes de l'ethnicité, et donc il en fait une présentation dans Libération. Sauf que c'est complètement décalé par rapport à l'actualité et au contexte. On a la France qui s'écharpe littéralement sur le voile, l'antisémitisme et Tariq Ramadan, et lui, absolument imperturbable, publie dans Libération comment 20 ans après la marche, il vient faire le bilan de ce qu'ont été les Beurs et de la manière dont leurs revendications n'ont pas été prises en compte. Et là, son talent, vraiment, c'est de marcher entre les gouttes. Il ne s'empare d'aucun des sujets clivants de l'époque. Et en même temps, il le fait avec l'air d'en parler de très loin. C'est vraiment un texte surprenant. 2 jours après, Mona Chollet publie Affaire Tariq Ramadan, 2 poids 2 mesures. Elle représente la tendance du mouvement social qui reproche à Tariq Ramadan de mettre en avant son appartenance religieuse. Et dans ce texte, Mona Chollet dit qu'il procède de la même manière avec les juifs en nous amenant à nous demander qui est juif et qui ne l'est pas. Elle affirme que son texte n'est pas antisémite et que quand ses détracteurs accusent Tariq Ramadan d'hystériser les débats, ils devraient se taire parce que eux ont Finkielkraut dans leur équipe. Le lendemain, Tariq Ramadan termine BHL dans un droit de réponse publié par Le Point. Un texte qu'il conclut par « Qu'elle est effrayante et dangereuse, cette façon de verser dans l'excès et de passionner le débat avec l'intention, au fond, de l'éviter ». Plus tard, Yonatan Arfi, président de l'UEJF, annonce que son association va porter plainte contre Tariq Ramadan pour incitation à la discrimination et à la haine raciale. Souvenez-vous bien de ce nom, parce qu'en 2006, Yonatan Arfi sera le leader de l'antiracisme institutionnel français lors de la conférence mondiale contre le racisme à Genève, face à Ahmadinejad. Le PS appelle le FSE à annuler la présence de Tariq Ramadan, disant qu'il s'est inscrit dans la tradition classique de l'extrême droite. Mais leur pression ne fonctionne pas. Il demeure prévu que Tariq Ramadan intervienne aux côtés de Mouloud Aounit du MRAP et de Henri Vallaume du Réseau européen des Juifs pour la paix sur le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'islamophobie. Les socialistes demandent alors à tenir un séminaire « Pourquoi la haine du juif perdure-t-elle ?» mais leur demande n'est pas acceptée. Parce que le PS n'a pas sa place au FSE. Il n'y a que Kader Arif à y participer. Bon, alors lui, il faut savoir que chez les Arif, on est harki de père en fils. Lui, il soupçonne Ramadan d'essayer de créer une internationale musulmane. J'ai envie de lui dire qu'elle existe déjà. Le lendemain, Mouloud Aounit répond dans un texte que l'islamophobie est un racisme qui fait des dégâts. Et ça, c'est vraiment ça, avoir de l'honneur, assumer quand c'est difficile, aller au cœur de la bataille. Mouloud Aounit a appris qu'SOS Racisme a écrit au proviseur d'Henri Vallon pour le féliciter d'avoir exclu 2 élèves voilés. Pour lui, l'intolérance a gagné. C'est un énorme gâchis parce que c'est une sanction contre ces 2 jeunes filles qui n'a aucune vertu pédagogique. C'est brutal et il a peur que ça donne au contraire de la force à l'islamisme radical. Dans un contexte où des intellectuels accusent constamment l'islam de menacer la République, il trouve que cette affaire a été une manière de détourner l'attention des problèmes sociaux dans le pays. La semaine suivante, Vincent Payon, Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon publient « Monsieur Ramadan ne peut pas être des nôtres ». Alors c'est un texte, attention, qui commence par « Nous sommes altermondialistes ». En voici un extrait. Tariq Ramadan porte bel et bien à la haine et à la discorde raciale. C'est un crime contre la République. En pointant des intellectuels désignés comme juifs et en les plaçant en dehors de la raison commune, Monsieur Ramadan s'est inscrit dans la tradition classique de l'extrême droite. Ce sont les fascistes qui pensent et parlent ainsi. C'est Jean-Marie Le Pen qui pourfendait l'internationale juive constitutive de l'esprit antinational et livrait à la vindicte populaire des noms à consonance juive. L'extrême droite est notre ennemi, sans doute ni ambiguïté. Monsieur Ramadan, lui, prétend être notre ami. Il inscrit sa dénonciation des Juifs dans un cadre progressiste. Au nom de la défense de la Palestine, des valeurs de l'humanité, il le fait dans le cadre de la préparation du Forum social. Cette manipulation est d'autant plus odieuse. Alors ça ne marche pas, cette pression. Il y a certains, comme la LDH, qui se demandent s'ils ont lu le même texte.
Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, la LCR publie un communiqué disant que Tariq Ramadan n'est pas illégitime au FSE, ni en tant que militant ayant des références religieuses, ni en tant qu'auteur de ce texte. Alors évidemment, la LICRA écrit « Monsieur Ramadan essaie ainsi d'exister et de jouer un rôle sur la scène de l'islam français en utilisant la même rhétorique que Monsieur Le Pen en son temps, quand il désignait des journalistes à la vindicte en raison de leur patronyme juif ou supposé tel. C'était aussi la méthode de Joseph Staline qui s'en prenait aux juifs au motif de crimes de sionisme. Oui, en cela, Monsieur Ramadan est un antisémite de la pire espèce. » Le même jour, Christine Delphi fait paraître sur une liste d'attaques et sur LMSI un texte en réaction aux affrontements autour de la question du voile. Elle dit « Il me semble qu'il faut d'abord se demander pourquoi on en est à la 3e affaire du foulard. Pourquoi tant de passion là-dessus, plus que sur les viols collectifs, plus surtout que sur la discrimination et ses effets sur les jeunes descendants d'immigrés maghrébins? N'est-ce pas une façon de déplacer le problème ? On s'aperçoit que le foulard, comme l'islam néo-communautaire, est une réaction française de jeunes Français à une situation également française, l'exclusion. Renvoyée en dépit de son intégration à sa différence, elle a pris le parti de revendiquer sa différence. Tant qu'à être différent, alors le seul choix qui leur reste est de définir soi-même en quoi cette différence consiste. C'est la délinquance ou l'islam ou le foulard, toute expression de rébellion. 3 jours plus tard, Claude Imbert se déclare islamophobe dans Le Point. Puis, le 28 octobre, Caroline Fourest et Fiametta Weiner sortent le livre Tir croisé, la laïcité à l'épreuve des intégrismes juifs, chrétiens et musulmans. À ce sujet, je vais revenir un petit peu en arrière. Je rappelle que Caroline Fourest, c'est une militante féministe pour les droits des gays. Et en 2001, elle est allée, je vous en ai déjà parlé, à la conférence mondiale contre le racisme de Durban. Elle allait y défendre les droits des homosexuels et des femmes opprimées. Il y a une information que je n'avais pas à l'époque, que j'ai découvert depuis, et qui permet de mesurer la perfidie de cette femme. Donc c'est une conférence mondiale à laquelle participaient des militants partout dans le monde, et les Nations Unies avaient donc créé un site internet durban2001.org pour informer les participants sur le programme, le fonctionnement des ateliers. Comme ça se passe, toujours un forum. Et Prochoix a créé le site durban2001.com afin de détourner les participants vers un site qui pourrait donner l'impression qu'il est le site de préparation de la conférence mondiale contre le racisme, sauf que c'est un site gay-friendly. Où Forest dit, donc elle le présente comme un site de préparation de la conférence mondiale contre le racisme, mais surtout, elle investit cet espace pour aller dénoncer les pays qui ne reconnaissent pas les droits des gays. Donc ce que fait avec ce site Caroline Fourest, c'est presque l'ancêtre d'IDAO. Vous savez, ce classement des pays en fonction des droits des gays. Et donc sur ce site internet, on peut trouver une liste de pays africains et musulmans, et à chaque fois, elle évalue les droits des gays, et elle distribue les bons et les mauvais points. Elle n'a pas fait que ça à Durban, elle a aussi fait un reportage sur l'écotourisme en Afrique du Sud. Donc grâce à ses sponsors, elle a pu financer sa venue dans le pays et l'écotourisme qu'elle a pu faire avec Fiametta Weiner. À lire son journal, il y a un moment que je retiens, c'est quand elle leur raconte comment elle déambule dans les allées du Forum des ONG à la recherche d'un ou d'une homosexuelle musulman. Car elle voudrait un témoignage et elle a énormément de difficultés à en trouver à Durban. Enfin, elle en trouvera quand même une à la fin. Donc voilà, petite parenthèse. Donc ce livre qui sort le 28 octobre, soit 15 jours avant l'ouverture du FSE, démarre après les attentats de 2001. C'est là que Prochoix décide de s'exprimer sur l'intégrisme, l'islamisme. Et comme Caroline Fourest a un esprit tortueux, elle fait toute une équation complexe pour arriver à dire que les musulmans sont le problème. Et comme elle est de gauche, elle ne peut pas avoir l'air de stigmatiser une population qui est plus ciblée par les inégalités. Comme elle est aussi identifiée comme quelqu'un qui lutte contre l'intolérance, le conservatisme, c'est de ce point-là qu'elle part en mettant au même niveau une jeune musulmane morte d'avoir voulu se marier avec un non-musulman, une jeune catho-blanche tuée d'avoir voulu avorter, une musulmane palestinienne morte d'avoir voulu faire la paix avec Israël, et Yitzhak Rabin tué par un intégriste juif. Donc voilà, son angle d'attaque, c'est elle est contre tous les intégrismes, mais l'idée de son livre est quand même née après la conférence de Durban et par opportunité après les attentats contre les États-Unis. Caroline Fourest constate un retour de religieux, elle veut comparer les intégrismes qu'elle définit comme des manifestations politiques radicales de mouvements qui se réclament de monothéisme. Et elle le fait, elle, en tant que laïque, mais on sait sa détestation du religieux qui est bien franchouillarde. Évidemment, il y a aussi
de sa part un opportunisme, c'est le sujet le plus vendeur de l'époque. Or, pour une journaliste qui cherche à s'imposer, c'est un bon créneau. Pour faire cette comparaison, elle va focaliser sur les droits des femmes, les droits reproductifs et sexuels, la tolérance culturelle, l'emprise politique et l'action violente et terroriste. Chez les cathotradis français, la droite religieuse américaine, les ultra-orthodoxes israéliens et certains mouvements islamistes sunnites. Concernant l'islam, elle va, avec un toupet incroyable, analyser le Coran et expliquer en quoi les islamistes, contrairement aux bons musulmans progressistes comme Soheb Benchir par exemple, ont tort en matière d'excision, de mariage forcé ou de polygamie. Et l'exemple, pour elle, le plus flagrant de l'incitation à la haine des femmes, c'est le voile. Et là aussi, elle généralise toute sa critique en plaçant la pratique du voile dans un cadre qui, au départ, concerne les 3 religions. Puisque, encore une fois, elle ne peut pas stigmatiser les de gauche. Mais évidemment, elle ne parle du voile que parce que c'est le sujet chaud du moment et sa critique pourra être employée contre les musulmans. Finalement, ce qu'elle fait, c'est fournir des justifications intellectuelles aux islamophobes. La différence entre Fourest et Taguieff, elle est au niveau de la forme. Taguieff, c'est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas de toutes ses précautions, il va droit au but. Il déroule le récit islamophobe prototypique, celui qui va de Hassan al-Banna à Tariq Ramadan, au voile, au mariage forcé, etc. Tandis que Fourest, elle enrobe tout ça dans un emballage très sophistiqué. Mais son islamologie est insoutenable. Vient ensuite son discours sur les droits des femmes et des homosexuels, mais surtout, elle s'intéresse à ce qu'elle appelle les batailles contre le blasphème, qu'elle qualifie de censure au nom de l'antiracisme. Elle commence par se féliciter des lois contre le racisme qui ont permis de faire condamner des militants d'extrême droite, mais elle dit qu'à cause du MRAP ou du Monde, ces procès se sont retournés contre la gauche antiraciste puisque des catho-intégristes comme la Griffe de Bernard Antony ont utilisé ces lois pour faire sanctionner le racisme anti-français et anti-chrétien. La Griffe s'en est d'ailleurs fait une spécialité, ils attaquent régulièrement Charlie Hebdo pour qui travaille Caroline Fourest, et là, hop, enchaînement, la lutte contre l'islamophobie. Donc elle le fait dans un contexte où, dans les instances internationales, la bataille fait rage entre nations blanches qui ne reconnaissent pas le délit de blasphème et pays du Sud qui dénoncent l'islamophobie. Pour Fourest, l'islamophobie, c'est une construction qui a pour but de censurer et qui vient de groupes intégristes qui voudraient empêcher la critique de l'islam. Et j'avoue que ça me semble fascinant de défendre cette idée tout en criminalisant toute critique d'Israël. Mais bon, si elle a pris tout ce temps pour développer son analyse sur l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Afghanistan, les frères musulmans, etc., c'était pour en arriver là, l'islamophobie, l'une des armes les plus redoutables inventées pour neutraliser toute mise en cause laïque de la religion. Les femmes musulmanes, les homos et les musulmans modérés en sont aussi les victimes. Or, Fourest s'inquiète de voir le concept d'islamophobie créé par des intégristes, repris par des modérés et la gauche antiraciste. Donc, comme Taguieff, elle s'inquiète de voir les organisations de gauche de défense des droits humains s'emparer de ce terme et le valider. Elle ne l'avait pas dit en introduction, mais elle va évidemment s'intéresser beaucoup à Tariq Ramadan. Elle dresse un portrait de lui parce que dans le monde diplomatique, il a dénoncé l'islamophobie. Or, je vous le disais, la semaine dernière, le Diplo, c'est un des derniers titres où la question de la Palestine est traitée avec équilibre, impartialité et rigueur. Et à l'époque, c'est difficile de prendre en faute Tariq Ramadan. Il est réformiste, il est favorable à l'émancipation des femmes, il n'est pas rigoriste. Donc elle l'attaque sur sa famille, sur son grand-père, sur toutes ces choses dont il n'est pas responsable. Et elle développe sa thèse de la double personnalité, du double langage, parce que Tariq Ramadan est très écouté, donc il représente un danger en France pour sa capacité d'influencer la communauté. Et Fourest, elle est comme Lyon Mag, comme Antoine Sfer, Sifawi et tous les autres, elle accuse d'entraîner les jeunes vers le djihad. Et c'est tellement absurde qu'on pourrait en rire si ce n'était pas aussi raciste. Quand normalement un intellectuel ne devrait n'être jugé que sur sa parole et la pensée qu'il développe. Là, Fourest furette partout, elle est à l'affût du moindre élément à charge. Elle s'inquiète aussi de la proximité d'Alain Grèche avec Tariq Ramadan. D'ailleurs, dans le procès qu'il a intenté contre Lyon Mag, Tariq Ramadan a fait témoigner Alain Grèche et ils collaborent régulièrement. Ils incarnent finalement l'islamo-gauchisme tant redouté. Et tous deux étaient intervenus ensemble dans le Diplo en 2002 dans un dossier monté en réaction à l'islamophobie ambiante. 2002-2003, c'est la période où le terme islamophobie se banalise en France. Et c'est ce contre quoi Fourest et Weiner sont mobilisés. Elles disent que c'est à la fois un terme nécessaire pour décrire le racisme anti-musulman, mais que c'est aussi le pendant de la nouvelle judéophobie de Taguieff, puisqu'il s'adosse à une religion. D'ailleurs, pour elle, judéophobie aussi pose problème, mais elle considère quand même qu'il est utile, vu la recrudescence des actes anti-juifs, moins nécessaire pour les actes anti-musulmans.
Et Fourest confond totalement la race avec l'ethnie, c'est-à-dire qu'elle considère qu'on ne peut pas être raciste envers une religion, alors que la race, elle est toujours fixée sur des critères arbitraires. Prenons un exemple. Les Japonais ont dit par racisme que les Chinois sentaient mauvais. Ben c'est totalement absurde, parce que la race est toujours infondée. Elle se fixe sur des critères identifiables, qui peuvent être un jour la couleur de la peau et un autre jour un signe religieux. Ensuite, comme Fadela Amara, Caroline Fourest prend de la distance avec le livre d'Oriana Fallaci. En France, on est obligé d'être subtil dans son racisme. La race et l'orgueil, c'est un livre qui est vulgaire et démonstratif, bon, qui a quand même été un best-seller. Alors le vrai problème de Fourest, c'est que le MRAP a poursuivi l'auteur pour les passages qui ciblent l'islam et qu'il le qualifie de brûlot-islamophobe. Et pour elle, des antiracistes qui reconnaissent l'islamophobie, c'est un énorme problème. De la même manière, quand des associations musulmanes ont poursuivi Houellebecq, qui avait écrit que l'islam était la religion la plus con, c'était faire le jeu des intégristes. Et elle est particulièrement sévère avec la LDH qui s'était portée partie civile. Pour elle, voilà, c'est un danger si la loi reconnaît l'islamophobie comme un racisme, car ce serait installer le délit de blasphème. Et donc son accusation préférée, c'est de dire de tous les alliés ou de toutes les personnes qui ne discriminent pas les musulmans qu'ils font le jeu des intégristes. Donc, pour ne pas essuyer ce type d'accusation, beaucoup de titres vont relayer le discours majoritaire sur la France menacée par l'islamisme. Ainsi, fin 2003, l'Humanité avait écrit comment l'islamisme tissait sa toile à trappe. Ce combat-là, Fourest l'appelle un combat contre le relativisme culturel, qui serait la tendance à tolérer chez les musulmans ce qu'on ne tolérerait pas chez les non-musulmans. Mais en réalité, ça consiste à ne pas juger une culture à partir de ses propres standards. Elle appelle plutôt ça de la démission laïque et elle attaque tout titre de presse coupable de cette faute. Et enfin, donc dans son livre, elle entre dans le vif du sujet, ce qui l'intéressait, l'affaire du voile à l'école, et elle donne le portrait catastrophiste d'une France en phase d'islamisation, et elle ment aussi en pimentant des faits réels de détails très choquants. Et le 12 novembre, toutes les deux, Fiametta Weiner et Caroline Fourest, publient un numéro de Pro-Choix spécial anti-islamophobie. Donc je le disais tout à l'heure, elles ont créé une tendance anti-choix dans le courant pro-choix. Évidemment, ça a dû créer beaucoup de controverses dans leur milieu, et elles y répondent par ce numéro de Pro-Choix qu'elles publient le jour de l'ouverture du FSE. C'est un sens du timing exceptionnel pour ces militantes de gauche. La une est géniale, elle est en couleur arc-en-ciel, et elle interroge islamophobe ou simplement laïque. La rupture est consommée avec Pierre Thévagnan, dont elle ne publie pas le droit de réponse. Elle s'estime victime de procès d'intention et utilise ce numéro pour lui répondre. Plusieurs acteurs ont pointé la dérive islamophobe de Pro-Choix. Elle refuse de cautionner cette notion, qui pour elle est islamiste et anti-laïque. Elles accusent même Thévagnan d'être anti-féministe et elles diabolisent l'UOIF et s'érigent en protectrice de l'antiracisme le vrai. Dans ce numéro, les auteurs dégomment Vincent Gesser en attaquant sa probité de chercheur. Ils attaquent aussi vertement Xavier Ternicien, qui régulièrement s'est positionné dans la presse, et notamment avec Henri Tinck, dans Le Monde contre l'interdiction. Ensuite, à Durban, Caroline Fourest avait erré désespérément à la recherche de gays musulmans. Elle les a trouvés. D'abord un gay musulman, Anakin, qui dit « nous » pour parler des gays, puis ensuite « nous » pour parler des musulmans, et qui pointe tous les endroits musulmans du monde où les gays ne peuvent pas exprimer leur identité sexuelle comme en France. Pour Anakin, islamophobe, c'est l'injure que subissent tous ceux qui tentent de moderniser l'islam depuis l'intérieur ou l'extérieur et qu'il est insupportable de voir se diffuser parmi les cercles se voulant antiracistes. Et puis, Caroline Fourest trouve aussi une Canadienne musulmane et homo qui a un problème avec l'islam et qui d'ailleurs avait soutenu Salman Rushdie. Donc vous voyez un peu le genre de femme que ça peut être. Amia Labidi, une athée en colère, voilà, tous ces gens sont les Native Informants. Et puis, surtout, c'est le début de l'obsession de Caroline Fourest pour Tariq Ramadan. Il y a énormément d'articles qui le concernent dans ce livre, dont elle espère finalement que les militants de gauche qui participeront au FSE auront le numéro de Pro-Choix dans leur besace et en utiliseront tous les arguments. Elle dit que c'est Tariq Ramadan qui a introduit le terme d'islamophobie en France, et qu'ensuite, Alain Grèche, Mouloud Aounit et Xavier Ternicien l'ont diffusé. Or, Tariq Ramadan a un agenda. Donc ce forum social s'ouvre le 12 novembre, il a lieu jusqu'au 16 et il se tient à Paris, Saint-Denis, Bobigny et Ivry-sur-Seine. Les forums sociaux, c'est une invention qui date de 2001. L'idée, c'est de décliner de grands forums du mondial au local. Les associations et les organisations y changent un petit peu leur manière d'intervenir. Ce ne sont pas de grandes tribunes.
les organisateurs suivent la charte de Porto Alegre pour que ce soit un espace pluriel, diversifié, non confessionnel, non gouvernemental et non partisan. Et on demande à ces forums d'être inclusifs et de fonctionner au consensus. C'est alimenté par une culture qui est plus participative que délégataire, et puis c'est aussi alternatif, donc il y a une culture féministe, écolo, mais bon, ça reste des lieux où les grosses structures type Attac ou Solidaire sont plus adaptées parce qu'elles ont plus d'expérience par rapport aux petites organisations qui découvrent tout le fonctionnement. Il y a beaucoup d'instances, des centaines d'ateliers, des plénières, et c'est un secrétariat d'organisation qui fixe le programme. En février, dans ce secrétariat d'organisation, il y avait les Amis du monde diplomatique, Attac, CGT, Collectif des musulmans de France, FGTE, CFDT, Fondation Copernic, FSU, FTCR, LDH, Marche mondiale des femmes, Mouvement d'économie solidaire, MIB, Mouvement des marches européennes contre le chômage, Présence musulmane et quelques autres. Et d'ailleurs, Annick Coupé d'Attac trouvait que les idées féministes auraient dû être imposées à tout le mouvement altermondialiste. Face aux pressions pour déprogrammer Tariq Ramadan, les organisateurs du FSE ont tenu bon. Ainsi, Pierre Calfa explique qu'il voit là une manière assez classique de tenter de déstabiliser le forum. C'était déjà arrivé à Gênes sous une autre forme, et il considère que finalement le Parti socialiste s'est isolé tout seul. Mais certains l'ont mal vécu, Tariq Ramadan compris, de voir un événement aussi riche n'apparaître dans les médias que sous cet angle. Et c'est impressionnant que cette affaire ait pris tant de place quand le forum lui-même est un événement assez gigantesque. 50 000 participants venus de partout en Europe, un forum qui débute par une marche pour l'égalité des droits à Saint-Denis. Et puis, finalement, en interne, il y a des gens comme Mona Chollet qui sont irrités par le fait que Tariq Ramadan mélange religion et combat politique, qui ne sépare pas la religion de son engagement militant. Au lieu de chercher à dépasser l'identité musulmane, il la réaffirme. Et pour elle, s'exprimer en tant que musulman, c'est vraiment une erreur. Et il y a des gens, donc, dans les mouvements anticapitalistes, altermondialistes, qui partagent son point de vue et qui considèrent qu'affirmer son identité, ce serait dans une logique tribale et identitaire. Pendant ce forum, Tariq Ramadan va devoir répondre à des questions un peu déplacées. Ainsi, la présidente d'Attac va l'interroger sur ses positions sur l'égalité entre hommes et femmes, sur le droit à la contraception et à l'avortement. D'autres reconnaissent la légitimité totale de Tariq Ramadan à s'exprimer dans cet espace. C'est le cas de José Bové. Lui ne supporte pas le tribunal populaire. Ou bien Denis Siffert de Politis. Finalement, quand ces gens parlent d'inclusivité, ce n'est pas un slogan creux. Tariq Ramadan n'est pas le seul à avoir été passé au crible. Les militants du MIB aussi, ça leur est arrivé, ce qui fera dire à Omeya Siddiq, leur porte-parole, qu'il existe 2 systèmes de loi pour des populations différentes. Lui s'est battu contre la double peine et du coup, il s'insurge contre le fait que, sous prétexte que des gens ont tel culte, on en demande à certains plus qu'à d'autres. Sous prétexte qu'ils sont musulmans, il faudrait qu'ils soient tous des anges, ils doivent être hyper révolutionnaires, communistes, antisexistes, etc., alors que le sexisme traverse toute la société française. Mais quand on est musulman, ça devient un casus belli, c'est inacceptable. Donc finalement, Mona Chollet, elle est sur la même ligne que Caroline Fourest, elle combat l'intégration des religions dans un mouvement censé être progressiste. Pour elle, ça va forcément menacer les droits des femmes. Et d'ailleurs, Mona Chollet n'aime pas du tout la réponse que Tariq Ramadan a donnée quand on l'a interpellée sur les droits des homos. Je pense qu'elle est allée au FSE avec son numéro de pro-choix dans le sac et pour que ça n'ait pas l'air de ne viser que Tariq Ramadan, elle va dénoncer l'antiféminisme dans tout le forum. Mais c'est pas son point de départ. Donc à travers Tariq Ramadan et cette accusation d'antisémitisme, cette interpellation des organisateurs du FSE pour se distancier de Tariq Ramadan, on reconnaît évidemment la stratégie de Durban, qui est là pour discréditer un événement qui réunit des militants de gauche et des minoritaires, ou pour parler comme Taguieff, des islamo-gauchistes. Le camp de l'antiracisme institutionnel a attaqué ce forum au motif que Tariq Ramadan y avait la parole, et la presse a relayé leur version en écrivant des titres comme la venue de Tariq Ramadan, un intellectuel musulman proche d'Al-Qaïda. Ou bien, enfin, hier, de premières échauffourées ont éclaté à la Villette. Donc les participants sont même questionnés sur leur rapport à la violence. Mais ils se sont agrippés à Tariq Ramadan, qui était une occasion finalement assez facile de dégommer le FSE, mais ils l'auraient fait de toute manière. La preuve, c'est que au mois d'avril, 2 militants sionistes de gauche de l'organisation Hashomer Hatzair étaient venus à la réunion préparatoire avec un micro caché. Ils avaient provoqué les participants et le lendemain, ils avaient publié un texte dénonçant l'antisémitisme régnant dans le FSE. Donc à l'époque, il n'y avait pas de Tariq Ramadan. Et ils exigeaient que le FSE fasse le ménage dans ses rangs s'il ne voulait pas être classé dans le camp des antisémites.
Et faire le ménage dans ces rangs, ça voulait dire chasser les organisations arabes et les mouvements de solidarité avec la Palestine. Là voilà la stratégie de l'antiracisme institutionnel, c'est nettoyer la gauche de son camp anticolonialiste, anti-impérialiste. Alors après, pendant ce forum, le MIB participera à une tribune avec El Kaji, Mognis Abdallah et Ahmed Boubaker. Pour les militants du MIB, c'est une participation dans un but de visibilité, de rencontres et de débats. Quant à Tariq Ramadan, lui, va intervenir devant 1 millier de personnes et démontrer qu'il est un intellectuel de haut niveau. Son pari de convergence est réussi, dans le sens où ça a permis à des gens de la LDH, d'Attaque ou d'autres organisations de le découvrir. Après, je ne peux vraiment pas vous rendre compte de ce forum, c'est trop vaste, mais vous trouverez le programme en ligne facilement, avec de nombreux comptes rendus. Le dernier jour du forum, Caroline Forest débat face à Tariq Ramadan. Et donc, à partir de là, elle va l'accuser de double discours. Pour elle, Tariq Ramadan va se masquer, modérer pour imposer un islam politique. Je pense surtout que Caroline Forest est ce qu'on appelle dans le milieu du cyclisme un suceur de roue, c'est-à-dire celui qui se colle derrière un cycliste performant pour profiter de son effort. Peut-être qu'elle s'est agrippée à Tariq Ramadan à cause de son charisme et de son audience médiatique, parce qu'il était peut-être celui en capacité de créer une véritable convergence des musulmans avec les organisations de gauche autour de la question de la Palestine. Une semaine plus tard, c'est Nicolas Sarkozy qui débat avec Tariq Ramadan et avec Jean-Marie Le Pen dans l'émission 100 minutes pour convaincre. Débattre avec Tariq Ramadan, c'est une idée de Sarkozy qui déplaît à Chirac. Chirac trouve ça trop provoque. Mais Sarkozy est aussi accro à l'audimat, qui avait été excellent la première fois qu'il avait fait cette émission. Évidemment, Sarkozy va entraîner Tariq Ramadan sur les terrains de l'antisémitisme, du voile et de la lapidation. Bon, l'émission est sur le net, elle est facilement accessible. En tout cas, la presse a été tellement partisane contre Tariq Ramadan, l'accusant de double discours, qu'il va être obligé d'exercer son droit de réponse dans la presse. Très peu de temps après, pour dire comme Tariq Ramadan est un sujet vendeur cette année-là, Jacques-Alain Léger publie Tartuffe fait Ramadan. Et puis, sur l'islamophobie, l'année se termine le 22 décembre avec une manifestation contre l'interdiction du voile. 1 millier de personnes défilent de République à Bastille. Le CMF est parmi les organisateurs et dans cette manifestation, on trouve beaucoup de militants qui avaient protesté contre la guerre en Irak et contre le gala pour Tsahal. Le MIB est présent, mais simplement un observateur. Tarek Kaoutari explique que certains militants de son organisation ont participé aux réunions préparatoires à la manif, mais le MIB ne s'y est pas rallié parce qu'il trouve que le mot d'ordre exclusivement centré sur le refus d'une loi contre le voile est trop réducteur par rapport aux problèmes que rencontrent les musulmans. Cette année-là, pour un tract contre la BAC, Tarek Kaoutari et 2 autres militants du MIB ont été condamnés à 500 francs d'amende pour avoir écrit « La BAC tue encore, la justice couvre toujours ». Du côté de la double peine, le film « Histoire de vie, briser les doubles peines de Lyon » est projeté au Sénat. Bertrand Tavernier vient de décéder, paix à son âme. C'est l'occasion de rendre hommage à son engagement pour cette cause. Il aurait pu être un cinéaste militant de plateau. Il a décidé d'utiliser son art pour rendre compte de la manière dont l'État peut broyer nos vies avec sa justice d'abattage, avec la double peine, avec l'enfermement. Ce sont des témoignages qui sont précieux et qui secouent aussi la bonne conscience de gauche et qui vient s'imposer à elle dans ces cinémas d'arrêt d'essai. Donc en 2003, il y a une commission à l'Assemblée nationale qui visionne son film, un film qui, je le rappelle, avait pour but de réhumaniser les doubles peines et de témoigner de leur lutte. Le pasteur Costil et Bertrand Bolz sont présents aussi pour échanger avec les membres de la commission. Tavernier leur explique que son travail n'était pas du tout prémédité. C'était pas un film militant, juste un intérêt de sa part pour l'aspect humain de la question. Et au début d'ailleurs, il avait prévu d'en faire une histoire courte, mais il a été happé par les témoignages. Et donc une loi est en préparation. Les 2 militants, Bolz et Costil, ont le sentiment que la loi est prometteuse et qu'elle devrait suivre le principe d'une peine pour un délit. Enfin, cette année-là, donc 1983, c'était 20 ans auparavant, c'est la commémoration de la marche. Un livre sort, Génération Beurre français à part entière, et puis un film de Abdelali Hajat, Mémoire en marche, que vous pouvez trouver en ligne. Et d'ailleurs, il sera diffusé le 6 décembre avec le MIB qui organise un événement à cette occasion. Que les pouvoirs se manifestent. Ouais, vu d'en haut, y a pas de frontière. Shalom, salam alaikum. Mes strophes, c'est du clem lekum. Sur phonogramme. Que les enfants puissent oublier ces drames. Que les parents voient en ce moment là-bas la force du chitan. Que l'humanité voit le massacre. Sur cette terre, ça reste que des âmes. Que
que les pouvoirs se manifestent. Ouais, vu d'en haut, y a pas de frontières. Que cette terre puisse tenir l'éternité. Que cette terre te parle, je te parle de paix, pas très immortelle. Palestine, Israël, tellement plus du monde. Que la paix se fonde. Percé par le chaos. Sujet délicat. Je suis né pour l'un et pour l'autre. Je veux que cette putain de paix soit la vôtre. Ce qu'on voit de l'étranger, ce que vous tuez en terre sainte. Tellement d'innocents sans verser, le monde bouge pas. Incroyable comme l'argent se dirige ici bas. Là où on doit se préparer à la fin, je suis boss. Ici bas on attend le dernier prophète, je l'ai entendu. Vous avez réfléchi à sa venue, je crois pas. Quoi lui dire devant tant d'erreurs, d'horreurs passées. Quoi lui dire qu'on n'a pas fait exprès, que l'ex le sait. Qu'est-ce que c'est que de cohabiter, c'est vivre en harmonie et pas se buter comme vous le faites. L'esclavage sur cette terre est révolu. J'aurais voulu voir les deux plus vieilles ethnies du monde donner l'exemple. Sagesse d'entente et que vos enfants vivent en paix et qui chantent le vécu le cœur ouvert. Je sais que c'est beaucoup demandé, j'ai de l'espérance. J'espère qu'un jour vos petits là-bas feront la différence. Au nom du Père, au nom du Père, au nom du Père, les fils subsistent. Que cette terre puisse tenir l'éternité. Que cette terre te parle, je te parle de paix, pas très immortelle. Palestine, Israël, tellement plus du monde. Que la paix se fonde. Que cette terre puisse tenir l'éternité. Que cette terre te parle, je te parle de paix, pas très immortelle. Palestine, Israël, tellement plus du monde. Que la paix se fonde. Pendant qu'ici, que les récits se vandalisent. Je catalyse mon énergie quand j'analyse ces pierres, ces fusils qui sont retenus appellent la mort, cousin. Sûr que la vie ça doit être leur grand-père puis. Je suis qu'un mec de l'extérieur qui donne son avis et vit par avis. Ces terres sont pas faites pour ça l'ami. Le monde a se tourner sans vos putains d'extrémistes. Et il continuera sans vous dans mes disques à semer la haine. On récolte la même, ce que tu donnes tu au ramènes. Ce qui nous ramène, ma reine, au bas de l'Éden et pas aux arènes. Paysans au plein de gêne, dans un monde meilleur je vous amène. Des conflits y'en a marre, on a besoin d'oxygène. Où s'arrête l'art quand on parle de vie de départ. Je parle de ça, du berceau l'humanité le phare. De tout être, de toutes les âmes. Que le Seigneur puisse m'écouter, qu'on dépose ses armes. Qu'on dépose ses armes. Y a eu trop de morts pour continuer à tuer des enfants vivants. Dieu est grand pour tous, même pour les médisants. La vie des gosses ressemble à la flamme d'une bougie. Comprends-moi bien. Et l'extrémisme, mon cul change, mais pas dans le mauvais sens. L'ange droit reste présent, la divine essence paix. Que cette terre puisse tenir l'éternité. Que cette terre te parle, je te parle de paix, pas très immortelle. Palestine, Israël, tellement plus du monde. Que la paix se fonde. Que cette terre puisse tenir l'éternité. Que cette terre te parle, je te parle de paix, pas très immortelle. Palestine, Israël, tellement plus du monde. Que la paix se fonde.